provisoire dans les 12 089 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national s'est achevée le 21 mars dernier. A pris le relais, le lendemain 22 mars, la phase du contentieux électoral. Cette étape, qui court jusqu'au 5 avril prochain, concerne l'inscription des personnes omises, la correction des erreurs ou irrégularités nées des mentions sur les inscrits, la radiation des personnes décédées ou qui ont perdu la qualité d'électeurs, notamment pour avoir été déchues de leurs droits civiques, mais indûment inscrites, puisque figurant toujours sur la liste électorale provisoire. Une semaine après, la moisson est bien maigre. Seules 3 994 requêtes à ce jour ont été déposées dans les bureaux de la CEI, Commission électorale indépendante. Pourtant, des voix au sein de l'opposition relevaient au moins 6 millions d'inscrits indûment sur la liste électorale. Comme on le voit, à quelques 6 jours de la fin du contentieux, ceux qui contestent les inscriptions irrégulières sur le fichier électoral devant servir au prochain scrutin présidentiel traînent encore les pieds, alors que, passé le 5 avril prochain, plus aucune requête en contestation d'un inscrit n'est possible. Le contentieux, faut-il le rappeler, concerne les cas d'inscrits décédés, les déchus de droits civiques et politiques, ceux qui n'ont ni l'âge de voter ni la citoyenneté ivoirienne. Cette étape vise la correction des personnes dûment enrôlées et qui ne figurent pas sur la liste et la correction des mentions personnelles d'un électeur inscrit. Il s'agit notamment de rectifier des mentions erronées sur les noms, prénoms, sexe, date de naissance, profession, résidence et numéro d'électeur. La liste électorale provisoire comprend 8 761 348, à savoir 4 528 554 hommes et 4 232 794 femmes, dont 769 757 nouveaux électeurs. Fabrice Lagorge, je vais commencer avec vous, ensuite Kwakokra, notamment sur les irrégularités constatées sur cette liste électorale d'après les partis d'opposition, notamment le PPACI ou encore le FPI. À ce jour, 3 994 requêtes enregistrées, en deçà de ce qui peut-être avait été annoncé. Merci, madame. Permettez-moi de préciser certaines choses. La commission électorale indépendante est une revendication portée par le président Laurent Gbagbo depuis plusieurs années. Et parce qu'auparavant, certains ne le savent pas, mais en Côte d'Ivoire, c'était le ministère de l'Intérieur, comme dans d'autres pays, qui organisait les élections. Et pour un souci de transparence et d'équité, le président Laurent Gbagbo s'est battu pour qu'en Côte d'Ivoire, il y ait une commission électorale indépendante. Celle-ci a été mise en place après le coup d'État de 1999. Et dans cette commission, justement, il n'y avait pas les partis politiques. C'était une commission électorale indépendante où les partis politiques ne siégeaient pas. Et cette commission électorale a organisé l'élection présidentielle de 2000, remportée par le président Laurent Gbagbo, mais aussi l'élection municipale, remportée par le RDR d'alors, l'élection régionale, remportée par, je crois, le PDCI, et notamment l'élection municipale. Par la suite, avec la tentative de coup d'État de 2002, les partis politiques d'opposition et les mouvements rebelles, mettant des armes sous la tempe de l'État, ont exigé de siéger dans cette commission électorale indépendante. Voici comment les partis politiques et les mouvements rebelles font leur entrée dans cette commission qui devient une commission électorale de sortie des crises pour justement organiser des élections de sortie des crises. Étant sortis de la crise, on s'attendait à ce que la situation se normalise. Malheureusement pour la démocratie, un nouveau code électoral est venu consacrer la présence de ces partis politiques dans la commission électorale, présence qui est d'ailleurs problématique à ce jour. Et nous continuons au PPACI de demander qu'il y ait une commission qui se dispense de la présence des partis politiques parce que nous estimons que notre pays n'est plus en crise. Je tenais d'abord à faire cette précision pour qu'on sache l'historique de la commission électorale indépendante qui, aujourd'hui, telle qu'elle existe aujourd'hui, est biaisée dans son essence pour le combat que le président Laurent Gbagbo portait. Maintenant, concernant la liste électorale actuelle, moi, je voudrais féliciter les Ivoiriens qui ont fait le déplacement. Madame, c'est un parcours de combattants pour se rendre au contentieux. Vous voyez? Et nous, au PPACI, nous avons travaillé sur cette liste. C'est-à-dire qu'en quelques jours,
avec des informaticiens bénévoles, nous avons travaillé cette liste. Et demain, lundi, M. Abiba, qui est président de CEF, un organe créé à cet effet dans le parti, livrera les conclusions du PPACI. Mais ce que nous disons, c'est que cette liste électorale, le PPACI constate déjà que la commission électorale indépendante n'a pas fait son travail. À quel niveau? Madame, le 14 juin 2023, nous avions une délégation conduite par le professeur Danon Djedje, avait été reçue par le président de la CEI, qui, je le rappelle, est aussi lui-même président de la sous-commission de la liste électorale et des affaires juridiques. Soit dit en passant, il y a le représentant du chef de l'État, M. Konesourou, qui est le président de la sous-commission opérations électorales, informatique, logistique et sécurité. Bon, les deux concentrent l'essentiel du processus électoral, la CEI, les autres s'occupant notamment de la formation, de l'éthique et puis d'autres choses. Donc, ce que je disais, nous avons rencontré M. Cuibier, nous avons déposé un certain nombre de requêtes parce que nous constations que, par exemple, il y avait 2 millions de personnes sur la liste électorale pour lesquelles l'affiliation était manquante. Nous avons saisi officiellement la CEI qui avait prévu nous revenir jusqu'à ce jour. La CEI mais nous a justement, jamais sur constaté. ce point, ce qui se dit Oui. de la part de certains Ivoiriens, c'est qu'on s'attendait peut-être à recevoir près de 2 millions de requêtes, puisque nous sommes dans la période du contentieux, de révision du fichier électoral. Pourquoi les requêtes, on a que 3 900? C'est ce que je vous explique. Déjà, il faut que, si je constate, excusez-moi de vous prendre un exemple, mais que vous êtes sur la liste électorale et que votre filiation est manquante, qu'est-ce que la CEI attend de moi? Que je me rende dans un centre d'enrôlement et que je démontre que votre filiation est manquante. Donc, il faudrait que je vienne, soit avec votre extrait de naissance, sur lequel figure votre filiation. Par quel processus un Ivoirien est-il en mesure de se procurer l'extrait de naissance d'un autre citoyen? D'accord. Donc, madame, sans compter le coût de l'opération, parce qu'aller au contentieux pour un citoyen, ça suppose des moyens de déplacement et tout. Donc, nous pensons que la CEI elle-même n'a pas fait son travail Fabrice, sur cette liste on vous a bien compris, je vais continuer le tour de table. Kwaku Kra. Merci Evelyne. Le Front populaire ivoirien, parti d'avant-garde pour la promotion de la démocratie en Côte d'Ivoire, est heureux d'être à cette table. Mais la première observation, c'est que nous sommes 4 partis politiques qui avons été invités. Et puis, le PDC n'est pas présent. Il faut bien que NC nous donne des explications par rapport à cette absence, parce que notre présence doit contribuer à améliorer l'environnement électoral. Notre présence doit contribuer à apaiser les Ivoiriens. Et comme je le dis, la promotion de la démocratie, c'est à cela que le Front populaire ivoirien travaille. Nous participons à toutes les élections. Et la matière première des élections, c'est la liste électorale. Et à chaque fois qu'il y a la liste électorale, nous sommes très attentifs. Mais nous avons observé que les lois qui régissent et la commission électorale et le code électoral, il y a des faiblesses. Et ces faiblesses ne permettent pas de corriger de façon efficace et efficiente les irrégularités et les erreurs qui interviennent sur la liste électorale. C'est pour cela que, en plus de ce que nous sommes sur le terrain pour faire le contentieux ordinaire, c'est une routine, nous avons commis un expert. Okay. Un expert avec un outil innovant, SQL, qui a analysé la liste électorale, les 8 700 000 électeurs. Et dans ces 8 700 000 électeurs, il a été démontré scientifiquement, preuve à l'appui, que plus de 6 millions sont en porte-à-faux avec la loi électorale. Surtout l'article 7. L'article 7 dit quoi? Qu'il faut, pour les critères qu'il faut pour être inscrit sur la liste électorale. Et ils ont cité 7 critères. Je ne vais pas les énumérer ici. Il y a le nom, le prénom, l'âge, la date de naissance, le nom de la père, le nom de la mère, etc., etc. Et c'est présenté comme des données obligatoires et non pas des données facultatives. Donc, dès l'instant où un requérant se présente et qu'il n'a qu'une seule donnée, normalement,
la commission électorale devrait donc en tenir compte et ne pas le prendre. Or, la commission électorale a enregistré plus de 6 millions qui sont en porte-à-faux avec l'article 7. Le Front populaire ivoirien a décelé cela. Nous avons mis... L'article 7 de quoi? C'est l'article 7. Le code électoral. Du code électoral. Okay. Nous avons mis à la disposition de l'opinion et la presse nationale et internationale ces informations pour justifier ce que nous disons. Et la pratique ordinaire qui consiste à aller faire un contentieux qui est un contrôle va se faire, mais ne suffit pas. Nous appelons à un audit indépendant de cette liste-là. Okay. Et c'est ce modèle que nous avons présenté hier. Il appartiendra à la commission électorale de l'accepter et de faire d'autres preuves pour dire que non, ce que le Front populaire ivoirien, ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Parce que le président de la commission électorale ou la commission électorale devra nous dire sur quel fondement il a enregistré ces 6 millions. Parce que la loi électorale n'a pas été modifiée. L'article 7 n'a pas été modifié. Mais pourquoi il y a des requérants qui ont une seule mention? Il y a des mentions où on trouve inconnu, inconnu, inconnu. Bon, c'est des extraterrestres, on ne sait pas. Ça va être peut-être la même question que j'ai posée à Fabrice Lago. Nous sommes dans une période de réception des différentes requêtes. Vous avez fait une analyse, vous avez relevé certaines irrégularités selon vous. Est-ce que vous avez suivi le processus de requête? Nous avons suivi le processus. Mieux, vous avez déposé des requêtes? Ce que nous allons déceler va être déposé à la commission électorale. D'accord. Voilà. Jean-Yves SOS6. Oui, alors, merci beaucoup. Au-delà de cette révision, enfin, cette période de contentieux, qui fait ressortir beaucoup d'irrégularités, en tant que citoyen lambda, en tant que citoyen ivoirien, ça me pose un problème de voir que nous avons un potentiel corps électoral de 12 millions de personnes. Nous sommes à 8,5 millions. Donc il y a à peu près 3 millions de personnes qui sont en attente. Je ne comprends pas, à 7 mois du scrutin, je n'arrive pas à comprendre comment dire ça, quel est ce calendrier si contraignant que la CEI a pour ne pas permettre à ces 3 millions de personnes d'intervenir dans ce vote qui est important pour octobre 2025. Au-delà de ça, nous allons déposer, enfin les différents partis politiques vont déposer ce qu'ils ont remarqué comme anomalie. Je me souviens que le président Cuibert a dit à un moment que des ajustements pourraient être faits si jamais il y avait s'il y avait un accord politique. Ça voudrait dire qu'il est possible, malgré les contraintes techniques qu'ils nous ont expliquées, ça veut dire qu'il est possible de faire cette révision électorale en 2025 pour permettre aux 3 millions de venir. Ça montre que c'est un problème éminemment politique. Donc moi, en tant que citoyen ivoirien, ça me pose un réel problème. C'est vrai que nous sommes dans la période de contentieux. On a l'impression qu'on joue au chat et à la souris. Pendant que des gens courent pour aller déposer des dossiers, le temps court. Et après, on va arriver à une deadline où il faudra passer à une autre étape. Il y aura des frustrations, alors que nous avons la possibilité de permettre à tous les Ivoiriens de participer à cette élection en octobre 2025. Voilà un peu ce que je... D'accord. Maître Abdoulaye Ben Meïté, je me tourne vers vous. Votre lecture, analyse du fichier électoral qui est disponible depuis le 17 mars, de la phase du contentieux électoral. Est-ce que vous avez la même lecture que les partis d'opposition? Je voudrais avant m'acquitter d'une obligation. Laquelle? Une obligation citoyenne, c'est la fête de Ramadan. Et je voudrais saluer toute la communauté de la foi et adresser mes encouragements aux chrétiens catholiques qui continuent effectivement cette pénitence et en même temps prier pour la Côte d'Ivoire. Relativement à la question qui est posée, c'est un thème. Je crois savoir qu'il s'agit du contentieux de la liste électorale. C'est le thème qui m'a été donné, mais j'avoue ne pas comprendre les développements qui s'en sont suivis. Parce que manifestement, il est question de savoir quel est l'état du contentieux actuellement. Je pense que vous avez bien planté le décor. À savoir qu'alors qu'il avait été annoncé à corps et à cri qu'environ 3 millions de personnes qui ne devaient pas figurer sur la liste électorale s'y trouvent. Et que nous enregistrons moins de 3 000 personnes
dans le cas du contentieux, relativement aux requêtes qui ont été présentées. Mais ça me pose un problème de cohérence. Parce que, ou alors, on n'a pas compris la portée du contentieux électoral, parce que, véritablement, c'est quoi le contentieux? Il faut qu'on l'explique. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui nous suivent, pour qu'ensemble, on puisse savoir de quoi nous parlons. Le contentieux électoral est le prolongement de la révision de la liste électorale. Alors, après donc, la réception des données, après les enrôlements, il est question pour la CEI de publier une liste dite provisoire. Et cette liste permet à toute personne de se déterminer relativement aux griefs qu'elle pourrait avoir contre la liste électorale. Et s'ouvre donc le contentieux. Deux phases. Une phase administrative qui consiste à saisir la CEI. Soit il y a 3 cas d'ouverture. Le premier cas d'ouverture, soit il y a des irrégularités effectivement sur les noms, sur les données personnelles, ou il y a des inscriptions indues, ou alors effectivement il y a le cas de personnes décédées. Et vous savez, quand vous avez des données, comme l'a dit mon cher Kra tout à l'heure, il a eu à indiquer qu'après un audit de la liste électorale, plusieurs erreurs auraient été découvertes par le FPI. Je pense que parmi ces contentieux, il y a des cas d'ouverture qui sont ouvertes à des personnes autres que les pétitionnaires. Donc, ce n'est pas forcément, c'est des questions banales. Notamment que toute personne qui estime qu'une personne s'y trouve indûment devrait pouvoir saisir la CEI. C'est ça le contentieux. Mais en lieu et place, on me parle d'audit de la liste électorale. Je crois que véritablement, j'ai le sentiment qu'on a un problème de compréhension de la loi dans notre pays. La CEI fonctionne sur la base des textes. Et nous, au RHDP, il nous a été communiqué effectivement la liste provisoire. Le RHDP est en train effectivement de compulser la liste, faire des observations et éventuellement faire des réclamations s'il y a lieu. Le RHDP fait effectivement, essaie de sensibiliser ses électeurs, ses militants à s'intéresser à la liste et à faire des corrections éventuelles. Donc, qu'on me dise que la liste serait truffée d'erreurs ou alors d'incongruités, pour moi, ça ne relève que de pures allégations. Parce qu'il faut prouver. Et la seule preuve à apporter consiste manifestement à user des voies que nous offre la loi électorale. D'accord, vous avez bien compris. Brahima Doumbia, est-ce que vous, au niveau du RHDP, parce que vous êtes en charge des questions électorales, du processus électoral, est-ce que vous avez relevé des irrégularités sur cette liste électorale, sur ce fichier électoral? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de procéder à quelques rectifications. Je crois que le frère Fabrice a dit tout à l'heure que la CEI ne comportait pas de parti politique. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. C'est vrai que pour l'élection de 2000, il y avait une commission nationale électorale qui avait été mise en place. Mais après les élections, en 2001, il y a la loi portant composition, organisation, attribution de la commission électorale indépendante. 2001, donc sous le président Laurent Gbagbo. Et dans cette commission, je vous donne la composition. La composition de la CEI, on dit qu'elle comprend des membres permanents et des membres non permanents. Donc la commission centrale est composée d'un représentant du président de la République, un représentant du président de l'Assemblée nationale, un représentant du président du Conseil économique et social, 2 magistrats désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, 2 avocats désignés par le barreau, un représentant du ministre chargé de l'Intérieur, un représentant du ministre chargé de la Sécurité, un représentant du ministre de l'Économie et des Finances. Il faut peut-être aller sur la partie. Non, allons-y. Un représentant du ministre de la Défense, 2 représentants de chaque parti ou groupement politique ayant au moins un député à l'Assemblée nationale ou ayant remporté au moins une élection municipale. Voilà la loi qui crée la commission électorale indépendante. Donc les partis politiques siégeaient bien au sein de la commission à l'origine. Okay.
Maintenant, pour ce qui concerne effectivement le contentieux, nous avons reçu la liste électorale, nous l'avons analysée comme tous les partis politiques, mais quand on fait une analyse, tout dépend de ce qu'on cherche. D'accord, dites-nous. On peut être constructif, ou alors on peut chercher des arguments pour étayer ce qu'on veut faire passer. Alors, le code électoral qui régit les élections, l'organisation des élections, en son article 3 dit que sont électeurs les Ivoiriens des deux sexes, ou les Ivoiriens qui ont été naturalisés ou qui ont acquis la nationalité par mariage. Et ensuite, quand on vient à l'article 7, comme l'a dit M. Kra, les éléments d'identification sont énumérés. Mais nulle part, il est dit que lorsque un seul élément de ces éléments d'identification manque, que cette personne doit être radiée ou ne doit pas être inscrite, que son inscription n'est pas valable. Nulle part au niveau du code électoral c'est inscrit. Donc à partir de ce moment, nous avons constaté effectivement qu'il y a des gens pour lesquels le père est inconnu, pour lesquels la mère est inconnue, pour lesquels il y a des coquilles. Mais à partir du moment où cela n'est pas en contradiction avec les textes, nous disons que ce sont des coquilles et pour lesquelles nous devons profiter de la période de contentieux pour procéder aux corrections. C'est pour ça que nous avons appelé nos militants, nos électeurs et l'ensemble des Ivoiriens d'aller dans les centres d'enrôlement, d'aller également sur Internet pour vérifier leur inscription, pour procéder aux vérifications, du moins aux corrections éventuelles qui vont déceler. Et puis, bon, il y a un autre élément qui a été dit tout à l'heure, c'est par rapport à la révision de la liste électorale en 2025. Nous sommes tous respectueux, je crois, des lois et des institutions. Et le code électoral dit que c'est la commission électorale indépendante seule qui détermine la période. Donc, à partir du moment où la commission électorale indépendante a fait cette proposition et qu'elle dit qu'elle ne peut pas faire la révision avant l'élection présidentielle, d'octobre 2025, cela devrait s'imposer à tous les acteurs. Et c'est pour ça que nous respectons cela. D'ailleurs, le décret qui convoque ou bien qui fixe la période et les modalités de révision de la liste électorale, ce décret dit que la liste électorale doit être affichée, la liste électorale provisoire doit être affichée 3 mois au plus tard avant la date de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ça est dans le décret, tout le monde peut le regarder. Donc, à partir de ce moment, on ne doit plus être dans ces débats. Et maintenant, par rapport aux faits, les jeunes dont on parle, on dit qu'il y a 3 millions qui ont été exclus. Nulle part, nous n'avons constaté, en tout cas au niveau du RADP, que quelqu'un s'est présenté dans les centres d'enrôlement et on ne l'a pas pris. Et quand nous faisons l'analyse, nous trouvons que sur cette liste provisoire, les jeunes de 18 à 25 ans ne représentent que 9,6%. D'accord. Ça veut dire que les jeunes ne sont pas intéressés, que nous, en tant qu'acteurs politiques, nous avons un travail à faire au niveau donc, de notre jeunesse pour l'amener à s'intéresser à la question politique. On vous a bien compris, merci. Geoffroy Kwawo, en tant qu'analyste politique, on a deux positions tranchées sur ce fichier électoral. L'opposition d'un côté qui dénonce des irrégularités, le parti au pouvoir d'un autre qui dit qu'il y a des corrections à faire à quelques niveaux. Votre analyse, à vous? Oui, ici, nous sommes à un moment où nous devons être plus pratiques. Il s'agit du contentieux, de la liste électorale. Le contentieux, c'est un litige. C'est une contestation donnant matière à un procès ou à un règlement. Dans l'espèce, comme l'a dit Maître Méhité, il y a un double contentieux. D'abord administratif et ensuite juridictionnel. Le contentieux administratif porte sur 3 éléments. Le contentieux en inscription, c'est-à-dire que vous remarquez que M. X, devant
figurer sur la liste électorale n'y est pas. Vous demandez donc qu'il soit inscrit sur la liste électorale. Il y a le contentieux en radiation. Vous constatez que Mme Y ne devait pas figurer sur la liste électorale, elle s'y trouve. Vous demandez sa radiation. Et enfin, on a le contentieux en rectification. Par exemple, on dit M. Kouao Julien. Et le Kouao, on met H, alors que Kouao Julien, il n'y a pas H dans Kouao. Vous partez, vous faites une réclamation. Pour une correction. Pour une correction. Lorsque c'est fait, si vous n'avez pas eu gain de cause, vous faites maintenant ce qu'on appelle un recours juridictionnel. Vous allez devant donc le juge ordinaire. Et lui, à son tour, va examiner votre requête et rendre une décision en dernier ressort, c'est-à-dire vertu de l'autorité de la chose jugée, donc insusceptible de recours. Et c'est dans cette phase-là que nous sommes. Okay. Je comprends bien les griefs des uns et des autres, que je partage personnellement, mais il faut, pour l'instant, porter ces éléments à l'appréciation des autorités compétentes. Tout à l'heure, M. Kwakoukra a parlé de l'audit. Je fus l'un des intellectuels ivoiriens à porter cette requête, cette demande sociale et politique. Mais l'audit, c'est après la liste électorale définitive. C'est une certification scientifique de la sincérité de la liste électorale lorsqu'elle devient définitive. Okay. Évidemment, l'opposition, à son temps, à l'époque, avait demandé cela. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais pour l'instant, on ne peut pas faire l'audit actuellement à la phase du contentieux de la liste provisoire. Alors, mais tout ceci montre que il y a eu un faux départ. Parce que si la démocratie, c'est la contradiction, le processus électoral qui conduit au scrutin doit être consensuel. Et là où je rejoins l'opposition, c'est que il y a d'abord le non-respect du code électoral par le principal organisateur des élections, la CEI. À quel niveau? Quand vous regardez bien les notes de la CEI, il est dit contentieux de la liste provisoire 2024-2025. Mais 2024-2025, ça fait 2 ans. Mais l'article 6 est d'une extrême clarté. La révision électorale, elle est annuelle. Se pose ici donc un problème de compétence. Bravo. Un problème de compétence. Mais de compétence de qui? De la commission électorale indépendante. À qui l'État a confié la mission d'organiser les élections et parmi ses tâches, ses obligations, d'organiser chaque année la révision de la liste électorale. Ça n'a pas été fait. L'article 6 du Code électoral. Bravo. C'est entré dans nos wiki. Que la CEI, à 4 reprises, n'a pas organisé la révision de la liste électorale de façon annuelle. D'accord, je vais donner 20 secondes pour terminer. Et donc, aujourd'hui, ce dont il est question, c'est le contentieux. Mais les griefs portés par l'opposition viennent du fait que l'opposition ne fait plus confiance au processus. Oui. C'est pourquoi l'honorable Kra parle d'audit. Il sait très bien que l'audit est a posteriori. Mais il pose le préalable pour montrer très bien, et quand vous écoutez bien Fabrice Lago, c'est une question purement et simplement de confiance. Ils peuvent bien porter tous ces éléments devant la CEI, mais ils n'ont pas confiance en l'institution. D'accord, et nous dirons pourquoi. Allez-y, Fabrice. Fabrice Lago. Il a tout dit. Je voudrais déjà préciser une chose. Je l'ai dit d'entrée, mais j'ai l'impression que nous n'avons pas été compris.
J'ai dit lors du contentieux portant sur la liste électorale 2023, nous avons déposé toutes nos observations le 14 juin 2023 auprès de M. Cubière pour le compte de la CEI. La délégation du PPACI était conduite par le professeur Sébastien Danon-Djedje. Je le répète pour qu'on se comprenne bien. Il ne s'agit pas de ce contentieux, il s'agit du contentieux passé. Et la CEI avait promis, nous rappeler, pour qu'on travaille sur les documents et les observations mises à sa disposition. Je répète encore, jusqu'à ce jour, la CEI ne nous a jamais appelés. Parce que souvent, madame, quand on parle, on dit pourquoi l'opposition ne porte pas ses observations auprès de la CEI. Je vous donne un exemple pratique, je vous cite les acteurs et je vous donne une date. Donc, déjà, comme disait M. Kwao, ça pose un problème de compétence et même de confiance. D'accord. Sur ce point, justement, voilà. Sur ce point, oui. Je vais juste poser une question sur ce point. Est-ce que c'était la procédure indiquée? Maintenant, si on met la liste électorale à la disposition des partis politiques, c'est bien pour que les partis politiques fassent des observations. Mais je vais même aller plus loin. J'ai écouté, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, mais le monsieur en charge des affaires électorales... Brahima Doumbia. Monsieur Doumbia, qui disait que l'article 7 ne fait pas obligation aux pétitionnaires d'avoir toutes ces informations sur la liste électorale. Donc, certaines informations seraient facultatives. Monsieur Doumbia, je suis désolé. Je pense que Maître Ben Mété pourra vous l'expliquer. Ce qui est listé dans l'article 7, ce sont des informations qui doivent obligatoirement figurer sur la liste électorale pour tous les pétitionnaires. Donc, quand on parle de preuves, madame, un pétitionnaire dont l'affiliation est incomplète, on n'a pas besoin de preuves, c'est un constat. Donc, quand nous, on reçoit la liste électorale, que nous disons à la CEI, nous constatons que M. X a sa filiation manquante, on ne peut pas nous demander une preuve. Quelle preuve on pourra avoir alors que nous faisons le constat sur la liste qui nous a été mise à la disposition par la CEI elle-même. Donc, je suis désolé, M. Doumbia, mais ce ne sont pas des informations facultatives. C'est justement pour que la vérification puisse se faire. Vous avez aussi évoqué la question de la loi. Moi, je suis content qu'on soit tous attachés à la loi. Mais l'opposition aurait aimé avoir le soutien du RADP lorsqu'on demandait à la CEI de respecter la loi, de faire une révision de la liste électorale. Malheureusement, à ce moment-là, on n'a pas eu votre soutien. Il nous a gravement manqué. Bien au contraire, vous avez soutenu la CEI dans la violation de la loi. Parce que vous nous dites, et M. Doumbia, les Ivoiriens vous regardent. Quand vous dites que la liste électorale, la révision, elle est annuelle, ce que vous laissez entendre, c'est qu'elle pourra avoir lieu après l'élection présidentielle. Vous êtes un homme politique, les Ivoiriens vous regardent. Êtes-vous prêt à vous engager devant les Ivoiriens, en votre nom, au nom de votre parti, pour nous dire que la CEI va nous organiser une révision de la liste électorale avant le 31 décembre 2025. Vous ne pouvez pas prendre cet engagement parce que vous savez que ce n'est pas possible. Sur la question de la... Vous avez évoqué ça, mais je corrige ça justement, la CNU. Moi, j'aime bien ce que vous dites. Mais dans ce cas, il faudra expliquer aux Ivoiriens sur quels critères Doumbia Major il siège à la CEI. Dans ce cas, il faudra bien expliquer aux Ivoiriens sur quels critères le parti de M. Cabral Apia siège à la CEI. Parce que là, vous énoncez des critères qui étaient préécrits dans le code électoral, qui dictaient qu'il faut avoir un groupe parlementaire ou participer à des élections. Donc peut-être que là, il voudra expliquer. Mais monsieur, ce que je voulais dire, c'est qu'il se pose un problème de confiance dans le processus. Madame, la liste électorale actuelle, elle est truffée de personnes sur lesquelles, et là nous sommes très mesurés, nous avons des doutes légitimes. Et quand nous saisissons l'organe en charge des élections, de manière transparente, nous déposons toutes nos observations sur clé USB et sur fichier, sur document papier, et qu'on promet nous revenir, et qu'on ne nous revient pas. Qu'est-ce qu'on peut attendre encore de l'opposition? Mais maintenant, au-delà de cela, j'ai l'impression qu'on donne plus de pouvoir aux partis politiques qu'ils en ont. La CEI est payée pour fournir un travail. Et nous avons l'impression qu'on se décharge constamment sur les partis politiques. Est-ce que vous avez fait remonter vos observations? Mais madame, la CEI n'est pas supposée être une caisse enregistreuse. Elle est supposée travailler sur la liste électorale pour offrir aux Ivoiriens une liste électorale acceptable. D'accord. Donc, quand la CEI ne veut pas faire son travail, elle se défausse sur les citoyens ou sur les partis politiques. J'ai vu même sur une page officielle de la CEI pour justifier un impair qui disait que c'est le fait d'un agent étourdi. Bon, je vois que l'étourdissement devient un argument pour justifier une liste électorale qui comporte des irrégularités. Donc, madame, nous disons qu'en l'état actuel, deux choses qu'il faut retenir. La CEI, elle a démontré soit qu'elle est incompétente, soit qu'elle est partisane. Et ensuite, elle a démontré qu'elle n'est pas digne de confiance et qu'elle ne peut pas conduire le processus électoral actuel jusqu'à son terme. On vous a bien compris, ce sont ces informations-là que nous pensons que le pouvoir ou encore l'État de Côte d'Ivoire devrait tenir compte
pour qu'on ait des élections apaisées. On vous a bien compris, Kwakoukra. Bien, merci. Vous aurez merci, la parole. Madame. Merci, madame. Oh, je voulais saluer M. Kwaou pour sa clairvoyance et puis sa lucidité par rapport à la question. Il s'agit de la transparence. Il s'agit de la fiabilité de la liste de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la liste du FPI, ni du PPAC, ni du PDC, non, ni du RHDP. C'est la liste électorale. Et partout où nous sommes dans le monde entier, si on veut se référer à un document fiable, c'est la liste électorale. Et il se trouve que cette liste électorale est truffée de plus de 6 millions sur 8 millions. C'est-à-dire plus de 70%. Mais c'est grave. C'est une menace même pour la Côte d'Ivoire, pour la sécurité de la Côte d'Ivoire. C'est une menace pour nous-mêmes, notre crédibilité. Oui, et c'est pour cela que le Front populaire ivoirien fait ce travail. Pour sensibiliser l'opinion. Et les procédures, comme vous l'avez indiqué, vont être suivies. L'audit que le Front populaire ivoirien demande, pour ne pas dire appuie, parce que ça avait été demandé d'abord avant que nous le fassions aujourd'hui, c'est pour justifier cet audit-là que nous envoyons des éléments de preuve. Et que cette liste dite provisoire-là, c'est elle qui va devenir définitive. À quelle étape la commission électorale va se prêter à cette exigence? Il ne faut pas qu'on confonde les contrôles administratifs, populaires et autres à un audit. C'est différent. C'est différent. Et la CEI, à chaque fois on posait le problème, il dit non, donnez des éléments de preuve. Si vous voulez, allez-y faire votre audit. Si vous voulez payer pour votre audit. Cette fois-ci-là, nous, on a fait gracieusement, on n'a pas demandé que la CEI nous rembourse de l'argent. C'est pour cela que nous disons qu'il faut que la CEI réponde. Et que le RAIDP nous aide à aider, parce que le cycle électoral ne va pas s'arrêter à 2025. Peut-être demain, ça sera la demi-douzaine, ça sera parmi les Ben Meïté, Mamadou, comment on appelle ça, mon ami Doumbia, la demi-douzaine. Donc, c'est pas aujourd'hui, il faut se compromettre. Maintenant, je voudrais, par rapport à l'inscription de 2025, sur tous les plateaux, le président de la CEI a dit des contre-vérités. Et incriminant les partis politiques. Voilà un atelier qui a été initié en 2021 à Yamoussoukro, à la suite des élections. Et la CEI n'a jamais invité les partis politiques à cet atelier-là. C'est le système des Nations Unies à travers ESA et d'autres institutions, le NDI et USAID, qui ont invité les partis politiques. L'atelier portait sur quoi? L'atelier portait sur l'évaluation des élections en Côte d'Ivoire. Parce qu'eux, ils ont eu un mandat de l'ONU pour certifier, ou du moins pour une assistance. C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, à la fin du processus des élections, ils réunissent les acteurs politiques avec les institutions à charge des questions électorales pour faire une évaluation. Et c'est au cours de cette évaluation, il y a eu, je pourrais dire, des doléances qui ont été exprimées. Et il y a une doléance fondamentale, dit, bon, si la CEI, vous ne pouvez pas faire le recensement annuellement, ben, il faut le faire chaque 2 ans, mais tous les ans où il y a une élection, il faut faire la révision. Et le document est là. Je vous remets ça, vous allez lire ça. Voilà. D'accord. Pour justifier, Doumbia peut témoigner. Donc ça veut dire que la RLE 2024 et 2025, c'est du faux. Ce n'est fondé sur rien. Et nous voulons que la CEI revienne sur le droit, sur la loi. Voilà. S'il ne peut pas faire la révision de 2025, que la liste qu'on nous a donnée cette année-là s'en tienne à 2024. D'accord, on a bien noté votre point. J'aimerais, avant de vous donner la parole, je vous donnerai la parole, j'aimerais juste donner la parole à un téléspectateur qui nous appelle d'Aboisseau, Monsieur Tano Sylvain. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. On vous écoute. Je voulais intervenir. D'abord, merci beaucoup de me donner, comment on appelle ça, la parole. Allez-y, allez-y. Je voulais intervenir par rapport au contentieux. Je me rends compte que
concernant le processus électoral et d'enrôlement, la CEI et surtout le parti au pouvoir se cache derrière cette histoire de contentieux. Alors que le contentieux ne peut pas, comment on appelle ça même, on ne peut pas prouver que, soit, je prends un exemple, hein, si moi, mon voisin, par exemple, est étranger, quand j'irai au contentieux pour le faire sortir de la liste, on va me demander de prouver qu'il est, comment on appelle ça, mais étranger. Je prouve comment? Est-ce que je peux aller dire à mon voisin, donnez-moi votre carte d'identité ou bien votre musulman, burkinabé ou bien étranger, pour qu'il puisse aller vous faire sortir comment on appelle, sur la liste électorale? Ça ne peut pas se faire. Moi, avant 2010, il y a eu un enrôlement. J'ai fait partie du contentieux. On a relevé plein de noms d'étrangers. On a transmis à la CEI locale, à Maféré. Mais je vous assure que rien n'a été fait. Madame Abiba, l'avocate du PPACI, elle a relevé plein de... Comment? Allez-y, Maître Abiba Touré. Maître Abiba, oui, elle a relevé plein d'irrégularités qu'elle a déposées. Le responsable du PPACI sur votre plateau vient de l'énumérer. Elle est passée sur plusieurs chaînes, même sur les chaînes étrangères. Ils ont déposé tous ces recours à la CEI. Est-ce que ça a été fait? Mais pourquoi est-ce qu'ils se cachent, la CEI surtout se cache derrière cette histoire de contentieux? Hein? Nous, la CEI, c'est nous, les contribuables qui payons la CEI. Donc, ils n'ont qu'à nous produire une liste électorale fiable pour qu'on puisse aller aux élections sans mort cette fois-ci. C'est ce que nous, les Ivoiriens, on demande. Ils n'ont qu'à arrêter de se cacher derrière cette histoire de contentieux parce que le contentieux ne peut rien prouver, ça ne peut rien changer. Merci, M. Tano. Moi, je pense que la seule chose que le contentieux peut faire, c'est peut-être de corriger des noms de pères et autres. Sinon, comment on appelle ça même, retirer quelqu'un sur la liste, ce n'est pas faisable, madame. Ce n'est pas faisable. D'accord. Merci, M. Tano. Merci beaucoup pour votre appel et votre avis. Une petite? Oui, une petite précision parce que par rapport à ce que vient de dire le téléspectateur, parce qu'il a dit qu'ils ont reçu plusieurs noms d'étrangers, ils ont vu plusieurs noms d'étrangers et autres, tout ça. J'aimerais dire que le nom ne détermine pas la nationalité. L'ethnie non plus. On peut s'appeler Kwao, de père Agni, de mère Agni et ne pas être ivoirien. On peut s'appeler Ouedraogo, de père Mossi et de mère Mossi et être ivoirien. La nationalité, c'est un lien juridique liant un individu à un État. Donc, la nationalité n'a rien à voir avec les noms, avec le patronyme, et avec l'ethnie. Parce qu'il faut éviter aussi de faire souvent des confusions. Merci pour cette précision importante. Brahima Doumbia, vous avez la parole. Bien, merci madame. Je voudrais répondre sur ce que donc, le frère a dit. Par rapport à la CEI, j'ai bien indiqué que la loi à l'origine a été faite en 2001, donc sous le président Laurent Gbagbo, avec des députés qui étaient à majorité FPI. Mais après, naturellement, il y a eu donc des modifications. Parce que chaque fois qu'il y a eu des cycles électoraux, après la crise, il y a eu modification. Après les élections de 2011, il y a eu modification. Et on allait jusqu'à la dernière mouture, c'était avant l'élection de 2020. Donc, il y a eu plusieurs amendements à cette loi pour donner la mouture actuelle. Donc ça, c'est la première précision que je voulais faire. Alors, il a parlé de respect de la loi. Nous sommes tous pour le respect de la loi. Et c'est pour ça que je leur ai dit que la loi qu'il est en train d'indiquer, la même loi dit que c'est la CEI qui fixe la période. Ce n'est pas le RADP, ce n'est pas le PPACI, ce n'est pas le PDCI, ce n'est pas Doumbia, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est la commission électorale indépendante. La loi leur donne cette possibilité. Et donc, ce que j'ai entendu au niveau de la CEI, nous l'avons dit. Nous n'avons pas soutenu la position donc, de nos amis parce que nous sommes cohérents. M. Kra vient de donner une réunion à laquelle nous avons participé. À Yom Sokro, lui, il était là pour le compte du FPI. M. Anangaman, Olivier, était là pour le compte de EDS à l'époque. Il y avait d'autres acteurs politiques, y compris la CEI. Nous avons constaté ensemble que la révision annuelle n'a jamais été faite à cette époque.
Et que donc, il était difficile de faire la révision chaque année. Et nous avons proposé que chaque 2 ans, il y ait une révision et qu'en année de l'élection présidentielle, on puisse également faire une révision. Bon, naturellement, il fallait traduire ça en loi pour que ça soit applicable. Ça n'a pas été fait. Mais à partir du moment où nous avons constaté ensemble que la révision annuelle n'était pas possible, donc nous restons et que nous avons fait des propositions, nous restons conformes à nos propositions, à ce que nous avons demandé. Parce que ce que nous voulons, c'est, je veux dire, c'est un processus transparent où toutes les volontés, où il y a la bonne volonté de part et d'autre. Et que chacun d'entre nous doit aider l'institution qui est en charge d'organiser l'élection à bien faire son travail. C'est ce que nous devons faire parce que, in fine, nous voulons des résultats qui ne soient pas contestables. Et donc, chacun a un rôle à jouer. Et concernant l'article 7, je dis et je le répète que ce qui est important pour la liste électorale, c'est de savoir que celui qui est inscrit est ivoirien ou pas. Est-ce qu'il a produit des documents qui montrent qu'il est ivoirien ou qu'il n'est pas ivoirien? Est-ce qu'il est dans des conditions, il est dans toutes les conditions, il remplit, il a tous ses droits civils et politiques? Est-ce qu'il n'a pas été condamné? Est-ce qu'il n'est pas décédé? Si vous n'avez pas ces éléments, ce sont ces éléments qui font qu'on extrait quelqu'un. Mais s'il y a une mention qui manque, cela ne donne pas lieu à élimination de l'électeur. À partir du moment où c'est un Ivoirien ou c'est une Ivoirienne. C'est ce que je dis. Et dans le code électoral, je mets quiconque au défi de dire qu'il est écrit quelque part que lorsque une seule mention manque, que l'électeur doit être radié de la liste électorale. C'est ce que je dis. Hein. Et donc, sur cette base, nous considérons que s'il y a des mentions manquantes, on peut le porter à la connaissance de la CEI et nous encourageons nos amis de le porter à la connaissance de la CEI et même de le porter à la connaissance de toute la Côte d'Ivoire pour que les concernés, qui peut-être ignorent qu'il y a des mentions manquantes dans leur nom, aillent à la CEI pour faire les corrections. Nous l'avons constaté, mais pour nous, ce n'est pas un élément qui joue sur la crédibilité ou la fiabilité. Parce que, n'oubliez pas, la liste, excusez-moi, la liste qui est en cours, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est une liste qui a commencé depuis le président Houphouët-Boigny. Et moi, je me souviens qu'au temps du président Houphouët-Boigny, où c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait la révision de la liste électorale, mais les agents de recensement passaient dans les familles. Si on ne vous trouve pas, on demande votre extrait de naissance et on vous inscrit sur la liste électorale. Vous verrez que sur l'extrait de naissance, nulle part on ne met la date de naissance des parents. Donc l'agent qui récolte ou bien qui recueille les données, mais il vous inscrit, il met le nom de votre père, le nom de votre mère, mais pas leur date de naissance. Ça a été la même chose en 2010, lorsqu'on faisait la révision de la liste électorale. Les gens sont allés s'inscrire avec l'extrait de naissance et puis après on a dit qu'on ferait des croisements avec des fichiers historiques, mais sur leur papier, il n'y a pas la date de naissance. Très bien. De leurs parents. J'ai fini. Finissez et rapidement. Maintenant, quand on va s'inscrire, on s'inscrit à le certificat de nationalité, mais on s'inscrit aussi avec la carte nationale d'identité. Mais quand je donne ma carte nationale d'identité à un agent enrôleur sur un site, mais il prend les informations qu'il y a. Mais il n'a pas les éléments ou comment on appelle ça? L'affiliation? Non, il n'y a pas l'affiliation. Et il n'a pas l'appareil pour lire l'affiliation. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais ensemble, nous devons sensibiliser, c'est ce que je dis, les concernés pour aller donc se faire inscrire sur la liste électorale. Je termine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mais je termine. Secondes, hein, ça fait un bon moment je termine. Donc, les autres ont eu suffisamment de temps. Laissez-nous y aller et de répondre. Parce qu'on peut laisser des éléments et faire croire que le RADP ne veut pas de la transparence. Non. Nous sommes un parti responsable. Nous voulons la transparence comme tout le monde. Donc, dans cette base, il y a M. Tano qui a appelé. Mais, en tant que responsable, quand vous affirmez quelque chose, ça veut dire que vous avez la preuve. Moi, Doumbia, je peux dire que M. Tano est ghanéen et puis aller déposer une requête à radiation contre M. Tano. Mais si, sur cette base, il est radié, mais ça, on appelle ça de l'arbitraire, on n'est plus dans le droit. Donc, en matière de droit, celui qui accuse, quand vous accusez, ça veut dire que vous avez les éléments pour soutenir votre accusation. Vous pouvez, d'accord. Voilà, et c'est pour ça que le contentieux, quand vous allez, vous devez aller avec les preuves. Sinon, vous êtes dans la diffamation. Et c'est ce que nous demandons aux gens d'éviter. D'accord, on vous a bien compris. Bon, les gars, vous voyez, ils ont déjà tout dit. Je pense qu'il y a
Écoutons monsieur. Et puis excusez-moi. Il a parlé de Demoud Duzen. Je voudrais lui dire que nous, moi, Doumbia Brahma, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Nous apprenons aux côtés de nos aînés. Et nous nous formons. Et le moment viendra, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas pressés. Il a peur de mourir. Il a dit quelque chose avec laquelle nous sommes d'accord au niveau du RADP. La loi électorale peut comporter des faiblesses. Je pense même qu'il y a des faiblesses. Par exemple, concernant les femmes, on en a discuté ensemble, M. Kra. Il y a une incohérence entre la loi sur la représentation des femmes et le code électoral. Il y a des éléments comme ça que nous avons relevés et que nous voulons. Donc, s'il y a des imperfections au niveau donc, de la loi qui organise les élections, nous sommes prêts à discuter, à faire nos propositions pour que ces éléments soient améliorés. Et on vous a bien compris. Voilà. Maître Bien, merci beaucoup. Mais je vais quand même faire une observation. Il y a deux positions qui se dégagent dans ce débat sur le contentieux de la liste électorale. Une position qui est portée élégamment par nos contradicteurs, donc qui est appuyée par mon très cher Kwao. Il y a une autre position qui est la nôtre. Bien sûr. J'ai préféré effectivement que vous notez qu'ils sont 4 déjà. Donc évidemment qu'on ait effectivement le temps d'aborder ces questions. Alors je pense qu'il y a un amalgame flagrant. Ou alors c'est moi qui ai un problème de compréhension. Effectivement. Je vais intervenir sur 2 points. Le premier point concerne la question de l'audit qui a été évoquée par mon très cher ami Kwao. Je suis curieux de lui demander quel est son fondement textuel et légal. Parce que nous ne sommes pas dans une jungle. Les choses sont encadrées par la loi. Je me pose la question parce qu'il a indiqué que l'audit devrait pouvoir intervenir après la liste définitive. C'est quel est le fondement textuel? C'est ma première préoccupation. Mais je voudrais quand même appeler son attention sur les textes en lui faisant savoir qu'en réalité, les différents types de contentieux qui existent, les 3 modalités du contentieux, le contentieux de l'inscription des personnes omises, le contentieux de la correction des erreurs et des irrégularités sur les mentions personnelles, et le contentieux de la radiation des personnes décédées. Le premier type de contentieux, qui est le contentieux de l'inscription des personnes omises, ce contentieux peut être mis en œuvre par tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription électorale en cause et les membres de la CEI. C'est-à-dire que lorsqu'effectivement quelqu'un estime que l'autre a été omise, tout électeur peut demander effectivement à ce que cette personne soit inscrite sur la liste. Ça, c'est un. Maintenant, sur le contentieux relativement à la correction des erreurs, ce cas d'ouverture appartient à celui qui estime qu'une mention manque sur son identité ou alors par un membre quelconque de la CEI. Quant au contentieux de la radiation de la liste électorale, cette modalité appartient à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Donc je pense que la loi électorale porte en elle-même les conditions de l'audit de la liste électorale. Mais quand on me dit qu'en 2003, que un parti d'opposition aurait porté, sinon un parti politique aurait porté des observations sur la liste électorale, fait des réclamations sur des observations, je suis curieux de demander c'est sur quel fondement. Parce que si le parti politique entendait attirer l'attention de la CEI, mais qu'on laisse le choix à la CEI d'apprécier les observations qui sont faites, de sorte à effectivement permettre à cette administration de se déterminer ainsi qu'elle aviserait. Mais si le parti politique estime que les observations qui contribuaient à la CEI n'ont pas été prises en compte, il lui appartient effectivement de saisir l'opportunité du contentieux de la liste électorale pour faire porter quelques litiges, qu'ils soient devant effectivement l'administration ou alors devant les instances judiciaires. Grosso modo, je voudrais dire à l'attention de mon excellent Kwao, que j'affectionne si bien, qu'il faut se garder de faire dire à la loi ce qu'elle n'a pas dit. Parce que le problème, j'entends de partout, audit la liste électorale, audit la liste électorale. Je suis curieux de savoir quel est le fondement.
Si c'est un souhait, mais tout le monde émet des souhaits, on fait des suggestions à l'administration, mais qu'on laisse la latitude à l'administration d'apprécier votre requête et de se déterminer utilement. Mais si l'administration ne le fait pas, dans votre sens, cela ne suppose pas, ou cela ne veut pas dire que cette administration n'est pas capable. Ça ne veut pas dire cela. Donc, en définitive, ce que je voudrais dire pour m'arrêter, on va être patient, on n'arrive pas en haut. Oui, allez-y, terminez. En définitive, ce que je voudrais surtout spécifier, je voudrais inviter l'opposition à bien lire la loi, ou du moins les lois sur le contentieux de la liste électorale. L'audit dont il est question est contenu là-dedans et ils ont les moyens de faire valable. Maintenant, par rapport aux erreurs, j'ai eu effectivement un débat sur les questions de données. C'est un débat puéril pour moi. Si le PPACI estime que le défaut de certaines mentions relativement aux données personnelles est de nature à discréditer une liste ou des inscriptions, je pense que l'occasion est toute bonne de faire prendre à la CEI une décision concernant effectivement cette omission. Si la CEI estime que cette omission n'a pas d'intérêt ou alors n'a pas de conséquences sur la fiabilité de la liste, il leur appartient de provoquer une décision judiciaire, de permettre effectivement au tribunal de se déterminer sur la question et puis le débat sera clos. Merci. Messieurs, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Je vais vous proposer de noter vos points et on va faire une courte pause et on revient. Et je souhaiterais qu'on revienne sur cette chose que j'estime être très simple, c'est la bonne foi. C'est la bonne foi et puis c'est l'honnêteté. Nous avons une CEI qui fait ce qu'elle peut, qui fait ce qu'elle peut, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de carences. Quand on demande un audit en général, il intervient quand l'organisme en question perd en crédibilité et on a besoin qu'il y ait des agents, qu'il y ait des spécialistes qui sont indépendants, qui regardent de manière méthodique tout ce qui est fait, toutes les procédures qui sont faites par rapport à un organisme. Donc, cet audit, si jamais on veut être de bonne foi et qu'on veut nécessairement organiser des élections transparentes, on devrait, quand on est à la CEI, on devrait justement accepter cela, ouvrir la possibilité à ces organismes d'audit de nous contrôler, puisqu'on estime, nous, à la CEI, qu'on a fait le travail correctement. Donc, au nom de la transparence, il faudrait que ces choses-là se fassent. J'ai entendu M. Doumbia tout à l'heure, avec beaucoup d'intérêt, quand il disait qu'ils ont fait des réunions avec la CEI et qu'ils avaient décidé que ce serait tous les 2 ans et que le jour de l'année électorale, il y aurait une révision. Mais écoutez, on est en 2025. C'est l'année électorale, en octobre. Mais pourquoi ne pas appliquer ce que vous avez décidé, même si ça ne s'est pas transformé par des lois? C'est un exemple de bonne foi. C'est-à-dire que vous avez fait des réunions, vous avez estimé que c'était difficile de le faire chaque année. Et que vous avez dit que ce serait tous les 2 ans. Ma foi, pourquoi pas? Et vous avez rajouté qu'en année électorale, vous vous efforceriez, enfin la CEI, je ne parle pas de vous, vous vous efforceriez, la CEI s'efforcerait de faire une révision électorale le jour, enfin l'année de l'élection. Pourquoi ne pas le faire? Surtout que je répète encore une fois, et je ne veux pas être long sur le sujet parce que bon, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je vais intervenir beaucoup plus sur les sujets qui suivent, mais surtout qu'en plus, le président de la CEI lui-même, il l'a dit sur son site, je ne sais pas si on peut retrouver ça, à un moment de ses prises de parole, a dit qu'il était possible de faire des aménagements si jamais il y avait un accord politique. Donc ça veut dire que c'est possible. C'est possible de faire cette RLE en 2025. Et on en a besoin. On a parlé de 3 millions de personnes à peu près qui étaient en attente. On n'a pas dit que c'était 3 millions de personnes qui étaient exclues. Je n'ai jamais dit ça. C'est 3 personnes, c'est à peu près 3 millions de personnes qui, au moment de la RLE 2024, avaient leur papier, mais à la fin du processus, et quand ils ont voulu, se faire enrôler, c'était trop tard. Ces personnes-là attendent, et il y en a beaucoup. Alors, ça coûte quoi à la CEI d'ouvrir justement un enrôlement, puisque c'est prévu par la loi, pour permettre à ceux qui ne sont pas sur les listes électorales d'y être. D'accord. Voilà. On vous a bien compris. Geoffroy, sur la question du texte. C'est vrai que, vous savez, Maître Meïté
d'une extrême éloquence. Et donc, lorsqu'il porte un sujet, il le porte très bien, que souvent, il faut lire entre les lignes pour voir quelques insuffisances. Non, Maître Meïté, je sais que vous êtes juriste, donc vous êtes un obsédé textuel. Mais ici, il n'est pas question de portée juridique, mais de portée politique. Hein? L'audit, c'est pour rassurer tout le monde, c'est pour établir la confiance. Et toutes les démocraties africaines l'ont fait, ils font l'audit. Au Sénégal, tout récemment, avant les élections, il y a eu l'audit du fichier électoral. En RDC, l'audit du fichier électoral. Au Mali, partout, ça se fait. Donc, c'est un élément politique. Et ce n'est pas un élément juridique. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, la question majeure, c'est la confiance. Les acteurs politiques ne se font pas confiance. Et l'opposition, en général, ne fait pas confiance à la CEI. Et quand l'opposition a demandé l'audit, la CEI a, n'est-ce pas, donné une fin de non-recevoir. L'opposition demande une révision de la liste électorale en 2025 en s'appuyant sur l'article 6. Là encore, pour l'instant, la CEI nous dit non, rien ne nous oblige à faire avant les élections. Or, je l'ai démontré plusieurs fois sur ce plateau qu'après les élections, il est quasi impossible d'organiser une révision de la liste électorale. Vous voyez, à quoi ça ce que sert? j'aimerais dire à la CEI doit s'abstenir désormais d'écouter les partis politiques. La CEI a pour instrument de travail le code électoral. Et la CEI doit s'appuyer uniquement que sur le code électoral. Parce que quand vous écoutez bien la CEI et quand vous écoutez bien les partis politiques, certes, la CEI a commis quelques erreurs, mais ces erreurs proviennent surtout du fait qu'il y a eu des accords, il y a eu des échanges entre la CEI et les partis politiques. Mais comme l'a dit tout à l'heure M. Doumbia, lorsque un accord politique n'a pas été codifié, il n'a pas de valeur juridique. Il n'a pas de valeur juridique. Or, tous ces échanges entre la CEI et les partis politiques n'ont pas trouvé codification dans les tests. Donc la CEI n'est pas obligée de les respecter. Et aujourd'hui, nous qui nous accusons? Moi, je ne peux pas me permettre d'accuser le PPACI, ou le FPI, ou le RHDP. Ils vont me dire, mais c'est pas nous, la preuve. Ils le disent eux-mêmes. C'est la CEI que nous voyons. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé de problème de compétences. Il faut souvent être ferme sur un certain nombre de questions, parce que ne pas organiser une révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle, c'est une faute administrative. C'est comme si vous dites, bon, je me prépare je dois présenter le bac, j'étudie, mais je n'étudie pas. C'est après le bac que je vais aller étudier, après l'examen. Ça n'a aucun sens. Quand on parle de liste définitive, la liste définitive, c'est par rapport à l'élection. Or, les élections interviennent souvent chaque 5 ans. Vous voyez? Donc, les autres révisions permettent d'établir la liste provisoire. Et donc, la CEI doit faire très, très attention. OK. Parce que, je termine. Terminé. Pourquoi j'insiste? Parce que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est un problème de santé publique. Nous avons organisé 6 élections présidentielles. Ces 6 élections ont occasionné 3417 morts. La Covid-19, pandémie mondiale, a occasionné en Côte d'Ivoire 835 morts. L'élection présidentielle tue plus que la Covid. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est combien de morts? Parce que, madame, ce sont les mêmes. Le RHDP, qui était avant RDR, le FPI, qui est devenu maintenant PPACI, le FPI original, représenté par M. Kwassikra, et le PDCI. Ce sont ces partis-là. Ne me montre pas du doigt. Je suis un analyste de... Voilà. Je crois qu'on a pardonné. Et le PDCI. Ce sont ces PDCI est absent. 4 ou 5 partis qui, depuis 1990, occasionnent les crises électorales. Et
ce sont ces mêmes partis qui sont là. La question n'est même plus politique. La question devient des problèmes de personnes. Nous insistons beaucoup sur ces questions parce que ces partis-là nous ont produit de la misère. Aujourd'hui, quand vous regardez la société ivoirienne, on parle de croissance, on parle de tout. Oui, mais qui sont les riches, madame? Ce sont les acteurs politiques, opposition comme parti au pouvoir. Mais le peuple, lui, vit dans la pauvreté. D'accord, je crois qu'on va terminer. Ça fait un moment que vous avez la parole. Donc cette politique-là, que ces partis politiques mènent depuis 30 ans, leur permet de prendre le peuple en otage, de régner sur la peur, sur la terreur, et ça peut permettre de s'arroger des dividendes politiques et économiques, donc de s'enrichir. Les responsables de ces partis politiques du pouvoir comme de l'opposition n'ont pas le même train de vie que l'Ivoirien lambda. Bon, vous avez bien compris, parce que là, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Merci beaucoup pour votre point. Mais on devait bien donner... Parce qu'il y a eu des choses qui ont été défaites. S'il vous plaît, moi, ce que je vous propose, c'est de noter vos points et on poursuit, parce que bien avant, on devait donner la parole à Fabrice Lagou avant d'aller à la pause. Donc, notez vos points, vous aurez le temps de réagir. Ne vous en faites pas. Fabrice Lagou. Merci, madame. J'aimerais rassurer M. Kouaou, il a certainement un train de vie plus élevé que moi. Pourtant, je suis l'homme politique et lui est de la société civile. Non, je ne parle pas de vous. Mais ce n'est pas bien grave, en fait. Ce que je voulais dire, j'ai entendu M. Doumbia insister, et ça, vraiment, je ne peux pas laisser dire ça, sur le fait que l'article 7, qui fait obligation de voir les mentions, certaines mentions sur la liste électorale, il a insisté sur le fait que c'est facultatif. Et j'aurais pu argumenter, mais je suis heureux quand je vois Maître Mété, qui est un homme de droit, ne pas le soutenir dans cet argumentaire-là. Cela me rassure déjà sur la vacuité de celui-ci. Donc, je ne vais pas insister beaucoup plus. Moi, j'ai peur, en fait. Parce que quand on écoute le RHDP, en fait, les jours pairs, on s'attache à la loi. Les jours impairs, on louvoie avec la loi. Mais M. Doumbia a dit ici qu'ils sont allés dans leur séminaire et ils ont convenu de faire la révision de la liste électorale tous les 2 ans. Mais vous êtes ultra majoritaire à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous ne l'avez pas fait passer le code électoral? Pourquoi vous n'avez pas demandé à M. Ouattara, qui est le président de votre parti et qui est aussi président de la République, de modifier le code électoral par ordonnance comme il a l'habitude de le faire? Vous ne l'avez pas fait. Et vous en prévalez aujourd'hui sur le plateau pour justifier le fait que la CEI ne fasse pas son travail. Mais monsieur, ça fait peur. Vous dites, vous aussi, que vous êtes allé dans votre séminaire et vous avez constaté que 2 années durant, la CEI n'a pas fait de révision de la liste électorale. Vous êtes conscient qu'il y a des budgets qui ont été mis à la disposition de la CEI. Vous n'avez même pas jugé utile de demander des comptes à la CEI sur le fait qu'elle ne fasse pas son travail. Mais vous avez plutôt cherché un petit arrangement pour faire ça tous les 2 ans. Monsieur, nous sommes en République. Et en République, comme vous êtes attaché à la loi, quand la loi fait obligation à une personne ou à une institution, mais vous ne le voyez pas avec la loi. Mais là, vous avez manqué, en tant que parti au pouvoir, à vos obligations de modifier le code électoral si vous le vouliez. Vous avez manqué à votre obligation de demander des comptes à la CEI quand le budget mis à sa disposition pour les années où la liste électorale n'a pas eu lieu. Je vois même que cette année, vous avez prévu encore 27 milliards pour la révision de la liste électorale, mais ce n'est pas bien grave. On suppose que ce ne sera pas mis à disposition cette fois-ci. Donc, monsieur, nous disons qu'on ne peut pas laisser dire que les partis politiques ont convenu de ne pas faire la révision de la liste électorale. Vous avez parlé aussi de l'absence de la mention des parents sur la CNI. Mais qui a fait cette CNI, monsieur? Je me rappelle bien qu'au moment de la CNI, l'opposition avait insisté sur le fait que la mention du nom des parents sur la CNI était importante. Vous nous avez envoyé balader. Et aujourd'hui, vous vous asseyez sur ce plateau devant les Ivoiriens et vous dites que quand le pétitionnaire va à la CEI, il n'y a pas le nom des parents, donc on ne peut pas le mentionner. Mais c'est grave. Cette manière, les jours pairs de soutenir une position et puis les jours impairs de soutenir une position contraire. Non, monsieur, la CEI que nous avons aujourd'hui n'a pas le nom des parents. Peut-être que c'est cette CEI qui nous donne ces 2 millions de personnes, en tout cas que nous avons constaté sur la liste provisoire 2023 où il n'y a pas de mention des parents, mais c'est votre travail. Donc ça, au moins, acceptez-le, admettez-le, puis les Ivoiriens pourront vous le pardonner. Mais vous ne pouvez pas vous défausser tout le temps. Monsieur, quand vous dites qu'on va à une révision de la liste électorale, et on a près de la... En tout cas, en 2023, on avait relevé 2 millions de personnes où il n'y avait pas la mention des parents. Et vous nous dites non, ce n'est pas bien grave, on peut aller aux élections avec, parce que tout ce qui importe, c'est la nationalité. Tant qu'il est prouvé que la personne est ivoirienne, elle peut être sur la liste électorale. C'est ce que vous avez dit. Bon, Laurent Gbagbo, il est ivoirien, pourquoi il n'est pas sur la liste électorale? Vous voyez que votre argument, il ne tient pas. Donc, ne répétez plus cet argument-là. Monsieur, vous dites encore que l'audit ne s'impose pas. Mais l'audit s'impose. L'audit intervient lorsqu'il y a un déficit de confiance entre les acteurs.
Et aujourd'hui, nous n'avons pas confiance à la CEI pour nous envoyer à des élections libres, démocratiques et transparentes. Toutes les démocraties, M. Kou l'a dit, toutes les démocraties que nous saluons aujourd'hui, on fait un audit. Qu'est-ce que le RHDP perd si on fait un audit de la liste électorale? Parce que l'audit ne consiste pas justement à retirer... Ouais, mais c'est ça la question. La liste électorale. Il ne consiste pas à rajouter le nom de certaines personnes. L'audit concerne, il s'agit simplement de regarder quelles sont les personnes qui méritent d'être sur la liste électorale. Quel est le problème qu'un audit de la liste électorale pose à un parti politique comme le RHDP? Qu'est-ce que vous avez avec la transparence? Et moi, j'ai du mal à comprendre. En principe, on devrait, tous les acteurs politiques, on devrait tous s'entendre pour faire un audit de la liste électorale. Parce que qu'est-ce que vous dites que nous, le PPACI, on n'a pas inscrit des gens frauduleusement sur la liste électorale? Quelle assurance vous avez à ce niveau-là? Terminé, Fabrice. Peut-être qu'on l'a fait, mais l'audit pourrait vous permettre, vous aussi, de sortir les gens que nous, on aurait pu introduire de manière frauduleuse. Donc, monsieur, je pense qu'il est temps, si on veut qu'on ait des élections libres, démocratiques et transparentes en 2025, que, comme le disait M. Essis, qu'on fasse tous preuve de bonne foi. On vous a bien compris. Et qu'on fasse un audit, parce que le contentieux n'est pas un audit de la liste électorale. Et nous avons démontré ici, M. Kral a dit, je vais être conclu dessus, que le contentieux ne peut pas permettre de régler tous les problèmes que nous avons sur la liste électorale actuelle. Et je vais terminer dessus. Vous avez dit, il y a certaines personnes qui étaient sur la liste électorale indûment depuis des années. Maître Bété saura et vous confirmera que la répétition d'une infraction ne la rend ni légale ni légitime. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est sur la liste électorale depuis 2010 sans la mention du nom de ses parents que cela devient pour autant légal ou légitime. Merci Fabrice Lago, merci beaucoup. Kwaku Kra. Merci Evelyne. Salut, ça sort comme ça sort, et voilà comment ça sort. En fait, si vous avez remarqué, au fur et à mesure qu'on avance vers les élections, en fait, le RHDP commence à diminuer. Habituellement, quand on arrive sur le plateau ainsi, il y a au moins 4 personnes de RHDP et puis au moins 2 de l'opposition ou bien quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de comment on appelle ça, des droits de l'homme ou bien de l'opposition ou bien bon c'est tout ça là qui fait l'opposition. Si vous voyez, et actuellement ça a diminué. Et à voir de près, c'est quoi? Moi je continue sur ça parce que avant, ces gars de ce parti politique RHDP défendaient farouchement toute chose, toute loi, que ce soit quoi que ce soit qui s'impose à ce parti ou bien à la République ou bien à la Côte d'Ivoire, et que l'opposition demande des justifications, eux ils défendent avec une vérité vraiment, je ne saurais comment définir, mais il y a une telle arrogance d'agressivité qu'on n'arrive pas à pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, c'est donc que les gars parlent, ils parlent maintenant avec douceur, ils parlent maintenant avec un peu plus d'élégance et ils essaient de faire comprendre. Par exemple, M. Meïté, dans le passé, qui faisait comprendre aux gens, mais son arrogance, il n'avait pas de limite. Bon, aujourd'hui, regardez-le comment il s'exprime différemment. Ça veut dire quelque part que eux-mêmes, en âme et conscience, ils savent qu'ils sont en erreur. En âme et conscience, ce qu'ils sont en train de défendre n'a pas de sens. La question que je me pose une seule question. Nous parlons de la CEI, ok, excusez-moi s'il n'y a pas assez de lumière, mais nous parlons de la CEI. Mais pourquoi c'est seulement le RDR qui défend la CEI? Pourquoi c'est le RDR qui justifie la CEI? Pourquoi c'est le RDR qui pense que la CEI a bien travaillé?
Ça, c'est seulement ma question. En regardant la vidéo, Monsieur Kwao, Monsieur Lago, Monsieur Kra et puis l'autre monsieur, ils ont déjà tout dit. Donc, il n'y a pas à ajouter quoi que ce soit. C'est pourquoi déjà 1h15, c'est déjà trop pour quelqu'un qui va venir regarder. Mais ce que je veux dire par là est que la CEI n'a pas fait son travail. Mais l'argent mis à la disposition de la CEI, où c'est allé, où est cet argent-là? Vraiment, la Côte d'Ivoire est vachement riche. Elle est riche. La seule chose est que nous ne savons pas gérer. La seule chose est que nous ne sommes pas honnêtes. Oh, je dirais même, ils ne sont pas honnêtes. Parce que nous, aujourd'hui, on se plaint de ce qu'ils ont fait. On se plaint de comment ils ont travaillé. Parce qu'ils n'ont vraiment pas travaillé. Ils n'ont vraiment pas fait ce qu'il fallait. Tout ce qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas fait honnêtement. Donc, c'est ce qui fait que nous, on se plaint. Non seulement tout ce qu'ils ont fait concernant la liste électorale, écrit les noms, ils n'ont pas fait ça honnêtement. En plus, l'argent mis à la disposition, ils n'ont pas, comment je peux appeler ça, ils n'ont pas utilisé à bonne escient. Donc, qu'est-ce que on doit faire? Pourquoi on doit avoir confiance à une telle organisation? Pourquoi? Ils n'ont pas fait. Ils sont pas crédibles. Pourquoi on doit avoir confiance en eux? Ils ont tous démontré ici. C'est des gens à qui on ne doit pas avoir confiance. Toi-même, tu dis, il y a eu des organisations internationales qui sont venues vous assister et à la fin, vous avez convenu que faire une révision chaque année, c'était trop. Il fallait faire chaque 2 ans, mais au cours de l'année, disons, en année électorale, il faudrait faire une révision. Alors, pourquoi, comme l'a dit le monsieur du PDCI, pourquoi alors, cette année électorale 2025, vous n'avez pas fait honnêtement votre travail? C'est ça. Il y a des questions qui ne donnent pas des réponses. Ils n'arrivaient pas à nous donner des réponses. Bon, les gars, je ne vais pas vous faire trop durer sur ça, hein, mais c'est quand même, ça ne vaut pas la peine d'aller jusqu'au... Moi, j'ai laissé couler parce que je pensais avoir de nouveaux arguments sur ce qui a été dit. Mais à la fin, il n'y a pas grand-chose. C'est les mêmes choses qu'ils sont en train de répéter et répéter et répéter. C'est-à-dire, c'est le même discours, mais utiliser de nouvelles paroles pour pouvoir exprimer la même chose. Si vous continuez à regarder la vidéo, c'est comme ça. Donc moi, je préfère couper ainsi pour diminuer un peu le temps de la vidéo, parce que c'est toujours la même chose. Cette histoire des listes électorales, on dit toujours la même chose. La CEI ne veut pas reconnaître, c'est tout. Ne veut même pas reconnaître ses erreurs. Et ça n'a pas aidé. Ça ne peut pas aider le processus électoral. C'est ça. Donc, on doit quitter dans ce discours-là tout ce qu'il y a à faire actuellement. Un soulèvement populaire, c'est tout. Parce que cette CEI ne va pas fléchir. Elle ne va pas fléchir. Parce que si elle devait faire cela, c'est depuis fort longtemps. Si elle devait faire cela,
voilà une proposition faite par l'opposition qui demande à ce que on fasse une audite. La chose la plus simple qu'elle pouvait mettre à disposition tout cet argent qu'ils lui ont donné pour pouvoir faire cette audit-là. Et nous sommes tranquilles. On a fini avec cette histoire de... ils ont dit, en 2010, en 2020, ils ont fait comment on appelle ça, la révision de la liste électorale à un mois des élections. Bien, je pense bien que à 3 mois des élections, à 3 mois des élections, est-ce qu'ils n'ont pas pu faire les élections? C'est la même chose ici. On peut faire comment on appelle ça, l'audit et continuer à faire. Et puis, moi je disais, étant donné que cette liste électorale n'est pas fiable, même faire une audit, on laisse tomber ça. Mais on reporte les élections. Et cela va permettre de prendre le temps de mieux faire une vraie liste électorale. Même on fait une transition, même si vous voulez, on fait une transition électorale et on est quitte. Qu'est-ce que vous... C'est vrai, on va dépenser un peu plus, mais on va avoir un bon résultat. C'est tout. C'est tout. Sinon, moi, il y a deux solutions. Oh. Ça m'arrive toujours. Il y a deux solutions. La première solution, c'est de faire un soulèvement populaire et de faire descendre ce pouvoir-là. La seconde proposition, c'est de repousser les élections. Et tout le monde est tranquille. C'est vrai, le monsieur va durer là, mais il ne sera pas là éternellement. C'est tout, c'est tout. Puis on quitte. Bon, les gars, je vous laisse ici. C'est bon comme ça.